Donc bonjour à tous. L'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter le concept de second cerveau. Donc déjà, on va débunker l'idée tout de suite, hein, un second cerveau, pardon, c'est pas une super IA qui analyse tout ce que vous devez faire, c'est plutôt une méthode de travail qui vous permet de pouvoir assumer votre charge de travail. Donc c'est plutôt comment bien s'organiser pour travailler, plutôt que d'avoir une super IA omnipotente qui fait tout à la Jarvis. Dans cette présentation, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est d'abord mon histoire et mon parcours, que vous compreniez pourquoi à un moment donné j'ai eu besoin de me pencher sur ce concept-là. Ensuite, je vous présenterai le concept de second cerveau, alors évidemment très rapidement, et je terminerai par vous présenter les plus-values que j'ai rencontrées quand je l'ai mis en place et à Epitech Bordeaux et ailleurs, et puis les quelques erreurs qu'on fait au tout début quand on commence à la présenter, et puis je terminerai par une rapide conclusion. Donc tout d'abord mon parcours. Alors mon parcours, il est assez classique pour des gens comme moi, un peu âgés, qui ont commencé à travailler fin 98. À l'époque, moi, j'étais diplômé d'ingénieur, ingénieur en physique des plasmas, et c'était une époque où les entreprises récupéraient pas mal de physiciens et de chimistes pour les former à l'informatique, puisqu'à l'époque, on formait trop de physiciens et de chimistes et pas assez d'informaticiens. Donc, je suis devenu développeur informatique comme ça. Et puis après, j'ai suivi le cursus classique de quelqu'un qui s'oriente vers le management en ESN. Donc, chef de projet, directeur de projet. Et puis sur Bordeaux, à l'époque, chez AK Technologies, on était spécialisé en développement de logiciels critiques, donc des logiciels qui nécessitent une certification pour pouvoir être utilisés, donc les logiciels aéronautiques, les logiciels ferroviaires. Et on avait créé un centre de développement logiciel qui nous permettait de pouvoir mettre à disposition ces compétences-là sur l'ensemble de la France. Et donc, j'ai eu la chance de terminer ma carrière chez AK Technologies en tant que directeur de ce centre de développement logiciel. Et puis en 2016, j'ai décidé qu'il était temps de changer de problème. Quand on est directeur, on a toujours des problèmes, mais c'était pas les mêmes problèmes. Et j'ai eu l'opportunité de m'orienter vers la pédagogie et Epitech Bordeaux. Et puis mon aventure chez Epitech Bordeaux s'est terminée en décembre dernier. Avec l'IA qui arrive, je pense que la gestion et le pilotage de projet va complètement changer. Il était temps que je revienne à mon vrai métier, qui est plutôt la direction de projet, plutôt que de gérer un campus. Même si c'est une expérience formidable que je recommande à tout le monde, il était temps que je change là encore de problème. Et donc là, depuis janvier, je suis freelance. J'ai créé ma structure qui s'appelle Impulsus pour faire du pilotage de projet. Et puis, je fais pas mal d'automatisation no-code ou de logiciels qui se parlent pas. Il faut un petit truc au milieu qui permet de transférer les informations qui sortent d'un logiciel pour entrer dans un autre. Ça marche très très bien et du coup, je fais ça maintenant à temps plein. Voilà. Donc ça, c'était mon cursus. Et pour faire tout ce cursus-là, j'avais deux super pouvoirs. Alors, c'est deux qualités que ont énormément de directeurs de projet, mais qui n'empêchent, aident beaucoup. Le premier pouvoir, c'était la super mémoire dans mon travail. Donc moi, quand j'étais sur plusieurs affaires en même temps, j'avais mentalement des tiroirs que j'ouvrais, que je fermais, et ça me permettait de pouvoir mettre par tiroir et de trier dans mon esprit tout ce que j'avais en fonction des affaires que j'avais. C'était vachement pratique. Ça me permettait de pouvoir savoir ce que j'avais à faire, affaire par affaire, tout se trier automatiquement dans ma tête. J'avais pas d'effort particulier à faire pour ça. Je faisais des réunions clients habituelles, je prenais jamais aucune note, je savais exactement ce que j'avais à faire en permanence. Donc là, c'était quand même assez pratique. Et puis j'avais une autre capacité qui était celle de déconnecter. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, j'avais des tiroirs que j'ouvrais que je fermais. Et le soir, quand je partais, je fermais tous les tiroirs. J'étais plus au travail. Et en vacances aussi, ça m'aidait beaucoup parce que quand je partais en vacances, généralement, je regardais mes mails 5 minutes par jour. J'ouvrais le tiroir, je regardais mes mails. S'il y avait de grosses alertes, je pouvais envoyer mes instructions. Et quand j'avais fini, au bout de 5 minutes, tac, j'étais en vacances. Donc ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé pour avoir l'évolution que j'ai eue, pour pouvoir vivre sereinement cette prise de périmètre qui est de plus en plus gros. Et ça, ouais, c'était vraiment des capacités que n'ont pas beaucoup de personnes. Et puis un jour, alors j'aime bien parce que je dis toujours un jour, mais en fait, je m'en souviens très très bien, c'est troisième semaine de 2014. Je suis parti en Andalousie avec ma famille. Comme d'habitude, premier jour de vacances, je regarde mes mails. Et puis, ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais ben, ce jour-là, j'ai jamais déconnecté. Et donc, j'ai passé mes 3 semaines de vacances en Andalousie.
J'étais physiquement en Andalousie, mais en fait, ma tête, elle était à Bordeaux et je suivais mes affaires et j'arrivais pas à déconnecter. Et ça a été un vrai problème parce que ben, ma capacité à déconnecter a complètement disparu. Donc le soir, ben, je commençais à penser au boulot. La nuit, je dormais moins bien. Je commençais à avoir le stress qui apparaissait, l'anxiété. J'avais beaucoup de pression. Alors je sais pas si c'est l'âge ou c'est la multiplicité des affaires. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ma capacité à déconnecter a disparu. Et puis après, ben, mon deuxième super pouvoir a lui aussi disparu, mais lui, c'est de manière plus sournoise. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire est quand même quelque chose de particulier. C'est que plus vous avez confiance en votre mémoire pour retenir quelque chose, plus il y a de chances que vous le reteniez. Quand vous commencez à douter, ben, c'est là où vous commencez à oublier des choses. Le problème, c'est que quand on est habitué à tout retenir, ben, vous vous rendez pas compte que vous oubliez un truc, puis un deuxième, puis un troisième, parce que normalement, 90% du temps, ça fonctionne très très bien. Mais il n'empêche que petit à petit, je m'apercevais que je retenais de moins en moins et qu'il fallait que je prenne de plus en plus de notes. Et quand on commence à perdre la confiance dans sa capacité à retenir l'information, on commence à avoir un sentiment de submersion par la somme des tâches à réaliser. Parce que du coup, vous n'avez plus une vision globale de tout ce que vous avez à faire, ni dans quelle priorité les faire. Après, d'une manière générale, j'ai toujours lu beaucoup de bouquins ou écouté beaucoup de podcasts. Et je trouvais que plus ça allait, et moins je retenais des choses, et moins j'appliquais en fait ce que j'écoutais ou ce que je lisais. Donc j'avais la frustration de me dire que je n'utilisais pas bien mes connaissances et que je pouvais être plus efficace que ce que je ne l'étais. Voilà. Et puis après, ben, le fameux difficulté à retrouver ses idées, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais normalement tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois, c'est que vous arrivez à votre bureau, vous savez que vous avez énormément de choses à faire, et là vous dites, ben, pas parfait, je m'y mets, je travaille, je me suis isolé, et là vous savez pas par quoi commencer. C'est-à-dire que dans votre esprit, c'est tout est blanc, vous savez que vous avez énormément de choses à faire, et vous savez pas par quoi commencer. Alors évidemment, ça revient, vous allez prendre un café, vous allez discuter avec une personne, au bout de 10 minutes, vous savez ce qu'il y a à faire, et pas vous relancez. Mais il n'empêche que ces moments-là, d'abord, un, c'est du temps perdu, et puis deux, vous avez quand même ce doute de vous dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce qu'il fallait que je fasse maintenant? Est-ce que c'était vraiment la tâche la plus prioritaire à faire? Donc en gros, ben, ça allait plus vraiment bien. Alors ça se voyait pas trop dans mon travail, j'étais toujours aussi efficace, mais c'était de plus en plus coûteux pour moi d'avoir l'efficacité à laquelle j'étais habitué de travailler. Donc l'été, ce que je fais souvent, c'est qu'en fait, je regarde pas mal de podcasts, là j'ai un peu plus de temps, et puis je me mets à étudier, à faire le bilan de ce qu'on a fait, de comment c'est organisé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché. Et puis au cours de mes pérégrinations sur YouTube, j'ai découvert le concept de second cerveau. Et là, pour être tout à fait honnête, mon petit cœur de geek a explosé. Et il s'est dit, mais moi j'en veux un de second cerveau, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, rien que le nom, ça m'attire vachement, quoi. Alors évidemment, il faut regarder beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, lire pas mal de bouquins, parce que c'est pas un concept très très simple à retenir. Il est assez complexe, mais il n'empêche qu'il est basé sur une idée, qui est que votre cerveau, il n'est pas fait pour retenir des choses, des tâches. Il est fait pour lier des idées entre elles, des idées qui frontalement n'ont pas grand-chose de commun, mais qui n'empêchent que dans votre état d'esprit, vous arrivez à les lier et ça vous permet d'être créatif. Donc ça, c'est le concept de base qui est que ben, si vous utilisez votre cerveau comme un disque dur, ben, en fait, il n'est pas fait pour ça. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous explique à l'école, qui est apprends par cœur, tu comprendras plus tard. Ça ne marche pas, tout le monde sait que ça ne marche pas depuis très longtemps, mais ça, c'est fait parce que votre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour avoir des idées. Donc en fait, le second cerveau, c'est un processus que vous pouvez mettre en place qui va se souvenir des tâches à votre place, qui vous permet de libérer votre cerveau pour avoir de nouvelles idées, pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir faire d'autres choses, etc., etc. Donc en fait, en gros, en tant que bon informaticien, moi je résume ça en retrouver de la bande passante, quoi. Retrouver cette liberté de penser qui vous permet d'avoir des idées plutôt que d'avoir un esprit surchargé de tout ce que vous avez à faire. Donc dans nos métiers en informatique, mais dans la majorité des métiers en fait, il y a deux aspects à couvrir. Le premier, c'est la gestion des tâches, de tout ce qu'il y a à prioriser, la priorisation des tâches actuelles, de tout ce qu'il y a à se souvenir, à faire maintenant et à faire après. Et souvent, le problème, c'est le à faire après.
Et puis après, vous avez la gestion des connaissances, c'est-à-dire que dans nos métiers, tout évolue tout le temps. Donc il y a une rétention à long terme de tout ce que vous lisez, de tout ce que vous rencontrez, de toutes les informations que vous avez au jour le jour et qui vous arrivent. Donc dans le concept de second cerveau, ces deux choses ne sont pas séparées, mais moi, dans nos métiers, je trouve que dans l'application que j'en fais, je sépare ces deux aspects. Donc dans la première partie, ben, la gestion des tâches immédiates. Alors, en général, quand je parle de gestion de tâches, on me dit toujours, bah, Denis, c'est facile, tu fais une to-do list. Et oui, je sais qu'il faut faire une to-do list. Mais en général, moi, j'ai des to-do list, j'en ai essayé plein. J'ai collé des post-it sur l'intégralité de mon bureau. J'avais un cahier dans mon sac où je prenais des notes quand je faisais des réunions chez les clients. Sauf que le cahier, après, il restait dans le sac. Et puis, je faisais toute ma semaine. Et puis, à la réunion d'après, je réouvrais le cahier et je m'apercevais qu'il y avait plein de tâches qu'on avait fait et puis plein de tâches qu'on n'avait pas fait. Et puis, ce qu'on voit, c'est que ben, les tâches qu'on a fait, c'était peut-être pas forcément les plus efficaces à faire. En gros, moi, une to-do list, ça a jamais très très bien marché. Et principalement, la raison, c'est parce que la contrainte était supérieure au gain. C'est-à-dire que maintenir à jour une to-do list, c'est du travail, quoi. Il faut maintenir à jour en permanence la to-do list et la mettre à jour au fur et à mesure de tout ce qu'on fait. Et moi, j'avais plus de contraintes à faire ça qu'au fait qu'au service que ça me rendait, qui était ben, la liste de tout ce que j'avais à faire. Donc, ça a toujours été un échec pour moi de faire la to-do list. Et en fait, dans le concept de second cerveau, il explique deux choses. C'est que il y a trois postulats à respecter pour que votre to-do list elle soit efficace. La première, c'est que votre to-do list doit être digitale. Alors, ça semble évident maintenant, mais il y a encore quelques années, c'était pas si évident que ça. Notamment parce que les logiciels n'étaient pas super bien adaptés. Donc, la première chose, pourquoi ça doit être digital, c'est que, ben, en fait, ça doit être accessible avec vous tout le temps, c'est avec votre téléphone, avec votre ordinateur, quel que soit le moment, il faut que vous puissiez prendre des notes rapidement. La deuxième chose, c'est que en ayant une to-do list digitale, ça vous permet d'avoir un système de recherche performant. Ça, c'est essentiel dans le logiciel que vous allez utiliser. C'est-à-dire que la première chose à faire quand vous recherchez un logiciel de to-do list, c'est de mettre 10 tâches, de les oublier pendant 3 jours et d'essayer de refaire une recherche. Si votre outil vous remonte les idées et les tâches que vous avez mis, parfait. Si ça vous les remonte pas bien, c'est pas le bon outil qui vous correspond. Et puis après, l'élément essentiel, c'est que c'est à l'outil de s'adapter à votre manière de travailler et non pas à l'inverse. Souvent, quand on fait une to-do list, eh bien, on s'adapte à la manière dont ça a été prévu par le développeur. Vous devez avoir un système qui est suffisamment fiable pour s'adapter à votre vie, à vos contraintes qui changent au fur et à mesure du temps. Et donc, ce système-là, il doit être suffisamment flexible. Donc, si vous respectez ces trois critères, déjà, ça vous permet de choisir le bon outil euh, de to-do list. Donc, je vous en ai listé quelques-uns. Certains vont adorer to-do list, d'autres vont utiliser Evernote. Moi, personnellement, j'utilise Notion. Mais d'une manière générale, vous avez tout un tas de logiciels à l'heure actuelle qui existent qui vous permet de trouver celui qui va s'adapter à votre manière de penser et à votre manière de travailler. Donc ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat de tâche, c'est qu'en fait, souvent, on utilise une to-do list pour savoir si vous avez fait une tâche ou pas. C'est-à-dire que globalement, vous avez la liste de toutes les tâches à faire, vous avez collecté dans votre to-do list, et puis ben, quand vous avez fait une tâche, vous cliquez sur le petit carré, ça vous fait une coche, ça raye la to-do list, vous la mettez terminée, et c'est fait. Et ce mode de fonctionnement, il est hyper inefficace. C'est-à-dire que vous collectez des ressources, vous exécutez votre tâche, vous dites que votre tâche est terminée, et vous oubliez tout le reste. Et en fait, il y a une autre manière d'utiliser les to-do list, c'est qu'en fait, vous collectez des ressources, vous exécutez la tâche, et vous capitalisez ces ressources dans le compte-rendu de votre tâche, ce qui vous permet de pouvoir la réutiliser plus tard. Et ça vous permet d'avoir une amélioration de la tâche et de rendre la mise à jour de la to-do list moins inefficace et moins contraignante. C'est-à-dire que ça vous permet de collecter tout ce que vous avez appris pour faire cette tâche-là, de manière à être capable de le réutiliser plus tard. Donc en fait, c'est un moteur hyper puissant parce qu'en fait, vous faites un cadeau à votre futur vous sur ben, si jamais j'ai une tâche similaire qui revient, j'aurai plus qu'à aller voir comment j'avais fait celle-là pour pouvoir réutiliser tout ce que j'ai fait pour aller encore plus vite. Et ça, c'est hyper efficace parce qu'en fait, vous, dans notre métier en général, il y a 80% des tâches qui sont quand même assez répétitives. Et ça, si vous n'avez pas à réinventer la roue à chaque fois, ben, ça vous fait gagner un temps fou. Alors souvent, quand c'est comme ça,
on me demande: «Ouais, mais comment tu fais? Je comprends pas», et ben voilà. Alors je vous ai mis un exemple. Moi, à Epitech, tous les mois, j'avais un certain nombre de choses à faire et généralement, au début, avant d'utiliser ce second cerveau, je savais à peu près ce que j'avais à faire, mais il n'était pas rare qu'on me dise: «Bah, écoute, c'est bien, tu m'as envoyé ça, mais il me manque ça et pourquoi tu m'as pas rempli ça?» Et donc, vous voyez, je me suis fait, ici, là, où est le curseur? Il est là, hop, vous regardez, j'ai la somme de tout ce que j'avais à faire. Donc moi, à la fin de chaque mois, j'avais mes heures de ma feuille de temps à remplir, j'avais les heures des intervenants extérieurs à remplir, et puis j'envoyais un mail au tuteur tous les mois et un mail aux apprenants. Mais le mail, au lieu d'aller le chercher dans mes envoyés de Outlook, avec la fonction recherche de Outlook, qui est quand même pas la fonction sur laquelle Microsoft met le plus de moyens, ça se voit tout de suite, eh ben, on met toujours 10 minutes à retrouver un mail. Ben, moi, je ne m'en mettais pas, c'est-à-dire qu'en fait, ben, voilà, le message que je faisais à mes étudiants par Teams, il est là. Et puis le message que je faisais au tuteur, il est là. Et évidemment, j'avais aussi stocké la liste de toutes les mails de tous les tuteurs dans la tâche, de manière à avoir en deux coups de copier-coller. Je savais exactement, je pouvais envoyer le mail. Et tout ça, non seulement ça me permettait de savoir exactement ce que j'avais à faire et de ne rien oublier, mais en plus, ça me permettait de travailler mes mails au fur et à mesure quand j'avais des retours de tuteurs. Par exemple, ouais, mais là, je comprends pas, moi j'ai deux apprenants, il n'y a qu'un seul Forms, comment je fais, etc. Ça me permettait de pouvoir changer les messages mois par mois et de les retrouver l'année d'après de manière à pouvoir accompagner les nouveaux tuteurs. C'est un moyen de ne pas réinventer la roue, de réutiliser ce que vous avez fait et puis de l'améliorer. C'est-à-dire que d'enclencher un cercle vertueux où globalement vous avez de moins en moins de travail à faire pour avoir un travail de plus en plus qualitatif puisque vous repartez toujours de l'ancien, enfin de ce que vous avez déjà fait, quoi. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais typiquement, quand on est à la fois sur Teams, sur Slack, sur son mail, ses mails perso, etc., vous voyez passer des infos, vous les oubliez. Ben ouais, vous savez que de toute manière, vous avez vu passer l'info, mais vous savez pas, au lieu de faire un message à vos collègues en vous disant: «J'ai vu passer cette info, mais j'arrive pas à le retrouver, je sais plus où je l'ai vu, mais ça disait ça, quelqu'un peut me retrouver ça?» Bon, ben, vous recevez le mail, enfin le lien du post Teams, par exemple. Bon, ben là, vous voyez passer l'info, vous savez que vous avez quelque chose à faire, vous créez une tâche, vous mettez le lien du post Teams, ça vous évite de le retrouver, et ça rend le travail beaucoup plus fluide, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Il faut, d'une manière générale, c'est une méthode qui essaye d'enlever les frictions partout, systématiquement, et dans chaque tâche que vous faites. Donc ça, c'est le deuxième postulat, c'est-à-dire que votre to-do list, ça ne vous sert pas uniquement à savoir ce que vous avez à faire, savoir si vous l'avez fait ou pas, mais ça vous sert aussi à capitaliser vos connaissances. L'objectif de ça, c'est que le gain redevienne supérieur à la contrainte. Voilà. Et puis le troisième postulat, c'est que le corollaire de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, votre to-do list devient l'alpha et l'oméga de votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, tout part de votre to-do list et tout se termine par votre to-do list. En gros, c'est la roadmap de votre travail. Donc globalement, si je résume la méthode, c'est que le matin, la première chose que vous faites, c'est lire votre to-do list. Comme ça, vous savez ce que vous avez à faire dans la journée. Vous faites votre travail, vous faites des tâches au fur et à mesure, vous arrivez à capitaliser les choses que vous faites au fur et à mesure dans votre journée. Si jamais vous n'y arrivez pas, au lieu de partir directement à 18h, 18h30, 19h en fonction de l'heure à laquelle vous travaillez, vous passez un quart d'heure à revoir toutes les tâches de la journée, à remplir votre to-do list, à capitaliser vos données, et puis à vous pencher aux tâches qui sont prévues pour le demain, le lendemain, le surlendemain, etc. Ça vous permet de pouvoir partir du travail sereinement et de vous dire, ben voilà, j'ai tout programmé, je sais ce que j'ai à faire dans les prochains jours, je n'ai rien oublié parce que j'étais encore dans le flux et donc j'ai tout noté. Donc je suis serein et je peux aller travailler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart d'entre nous, quand on part en vacances, on laisse des instructions à nos collègues, on laisse des instructions à notre équipe, on sait dire, ben voilà, sur telle affaire, j'ai tel chef de projet, tel client, si jamais il arrive ça, voilà ce qu'il faut faire, si jamais il arrive ça, voilà ce qu'il faut faire, normalement, voilà ce qui va se passer. On passe toujours 2, 3 jours à faire ce mail-là avant de partir en vacances, et on part en vacances, l'esprit dégagé, serein, clair, en disant c'est bon, tout est noté, il n'y a pas de souci, quoi. Et bien là, l'objectif de cette méthode, c'est que tous les soirs, vous puissiez partir dans cet état d'esprit-là. Donc c'est simple, ça vous permet de mettre à jour votre to-do list, de retrouver tous les éléments produits, de vous décharger cognitivement tous les matins et d'avoir planifié les prochains jours. Donc du coup, le soir, vous pouvez partir serein, tranquillement, en vous disant c'est cool, tout est clair, quoi. Et surtout, vous avez la possibilité de replanifier les tâches en fonction de ce qui s'est dit dans la journée.
En fait, l'objectif de cette méthode, c'est que les tâches se rappellent à vous naturellement avec l'outil et que ce soit plus votre tête qui s'en souvienne. En gros, c'est de fermer toutes les boucles ouvertes qui arrivent et qui vous saturent cognitivement de tout ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la gestion des connaissances. Alors la gestion des connaissances, c'est facile en fait. Nos métiers, ils évoluent sans cesse. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux outils, on a de nouvelles réglementations, il faut maximiser la rentabilité en permanence. Tout change tout le temps. En même temps, ça ne change pas vraiment, mais ça change quand même. Alors là, en plus, avec l'IA, c'est en train de changer de manière drastique pour tout. Et donc, en fait, ça, c'est un vrai problème de gérer toute cette information qui nous arrive. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce système d'infobésité où on est assailli d'informations en permanence, il est assez récent dans notre évolution de l'espèce. Historiquement, notre espèce, elle a évolué avec pas d'informations du tout. Et ça se comprend, hein. Si on fait, il y a des chercheurs qui ont étudié combien l'Europe, tout le continent européen, est capable de nourrir de personnes si on est tous des chasseurs-cueilleurs. En gros, c'est 100 000 personnes. Donc, c'était des groupes de 10-12. Et dans toute l'Europe, il n'y avait pas plus de 100 000 personnes. Donc, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que nous, notre espèce, on a été sélectionné par l'évolution pour être capable de déduire des informations de signaux hyper faibles. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand vous rentriez dans une forêt, s'il y avait des signaux faibles qui disaient qu'il y avait un troupeau de tigres affamés, eh ben, c'est pas la même traversée qu'on fait que si on voit bien que ben, il n'y a pas de tigres, quoi. En gros, c'est ça. Et vous savez bien que dans toute votre société, il y a tout un tas de rumeurs, tout un tas de radiomoquettes, comme on dit, qui circulent en permanence sur tout, parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour créer de l'information de petits signaux, souvent idiots, hein. Bernard a dit à Josépha, ben voilà, ton projet, on va le lancer, et vous, vous êtes à côté derrière, vous dites, ah ouais, non, mais Bernard, en fait, il le lance, mais il n'a pas vraiment le choix, il aime pas ça, je l'ai vu à sa tête, moi. Et donc, la rumeur est partie, ça y est. Alors qu'en fait, ben, ça se trouve, Bernard, il avait juste pas bien dormi, ou avant de partir de la maison, il s'est fait pris une danse par sa femme. Et en fait, ben, c'est juste que ce jour-là, il avait pas le moral, quoi. Et donc, sa tête, elle était pas hyper joyeuse. Mais peut-être qu'il est à fond dans le projet. Sauf que nous, on a déduit qu'il était pas dans le projet, on a lancé la rumeur, et du coup, Josépha, elle fait un projet, et tout le monde dit, ouais, ben, il sert à rien, Bernard, il en veut pas de son projet. Alors que c'est pas forcément vrai. Et ça, des rumeurs, il y en a plein partout. Tout ça parce qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est assailli d'un volume de données écrasant, qu'on a du mal à gérer, et que celui qui va avoir la capacité de retrouver la bonne info au bon moment, il va avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Et ça, c'est pas simple à faire, quoi. Alors, dans le second cerveau, ils ont inventé une méthode qui s'appelle le code, pour capturer, organiser, distiller, donc bon, un mauvais terme, mais en français, on pourrait le traduire par traiter l'information, et par le fait de s'exprimer derrière. Donc tout d'abord, il faut capturer l'information parce que ben, c'est important de la capturer parce que vous n'avez pas forcément le temps de lire cet article-là maintenant tout de suite. Vous n'avez pas forcément la bande passante pour pouvoir bien le comprendre tout de suite. Voilà. Et puis peut-être que l'article que vous avez lu à grand effort en essayant de vous isoler du reste de pas écouter la conversation dans laquelle vous êtes, ou eh ben en fait peut-être que cet article-là n'était pas super intéressant au final. Et donc il est beaucoup plus efficace de capturer les liens de tous les articles qui vous arrivent et que vous voyez, et puis de les traiter plus tard dans la journée, à un moment donné où vous êtes vraiment disponible, que d'essayer de tout absorber tout de suite. De toute manière, on sait très bien que si vous essayez de tout absorber tout de suite, vous ne retiendrez pas grand-chose, quoi. Donc, l'important, c'est de pouvoir capturer et de traiter l'information quand vous êtes disponible. Donc, c'est un système qui vous permet de mettre les articles de côté et pour les reprendre, voilà, comme je viens de le dire, quand vous êtes vraiment disponible. Et ce qui est particulièrement efficace et étonnant, c'est que le nombre d'articles que vous auriez lus, là, qui vous semblent hyper intéressants, et quand vous les reprenez 2 heures après les liens, et vous dites, mais en fait, ça, je m'en fous, je ne les lis pas, il y a un article sur deux que vous n'allez jamais lire. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure sélection des articles que vous lisez. Donc, ça vous permet de récupérer l'information, ça supprime le besoin de compréhension immédiate, ça améliore la sélection. Et puis, des fois, on tombe sur des articles qui sont vraiment super importants. Mais là, vous êtes en train de regarder une série, vous êtes sur votre canapé, vous êtes en attente chez un client, vous lisez des articles, c'est hyper intéressant, vous essayez de le relire plus tard et vous n'arrivez pas à retrouver l'info. Avec ce système-là, ça vous donne la possibilité d'être toujours en mesure de retrouver enfin, l'article en question et de faire des recherches sur ce sujet qui est hyper intéressant. Donc, c'est une gestion beaucoup plus efficace de l'information qui vous permet de traiter plus de choses en moins de temps et surtout de retrouver l'information le jour où vous en avez besoin, quoi.
Donc ça, c'est la partie capturée. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a toutes ces informations-là, ben, il faut être capable de les trier et puis de les classer. Donc il faut avoir un système de documentation et d'organisation qui est hyper efficace. Alors c'est pareil, c'est une méthode dans le second cerveau, j'en parlerai pas, mais d'une manière générale, toute nouvelle information, il faut la traiter en se disant, bon, ok, voilà, moi mes projets en cours, c'est ça, ça, ça. Est-ce que cette information-là me permet de faire avancer ces projets? Oui, non. Si ça permet de faire avancer ces projets, on le stocke dans le répertoire du projet. Si ça permet pas d'avancer sur un projet, mais c'est quand même intéressant, je veux le garder, on le stocke ailleurs. Je vais pas revenir sur la gestion documentaire, mais ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut avoir une gestion documentaire qui est hyper efficace et qui est la même sur tous vos supports. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la recherche d'informations plus tard. Ensuite, une information, une fois que vous avez le lien, que vous l'avez lu et que vous savez ce qu'il y a dedans, il y a peu de chances que vous vous souvenez complètement de tout ce que ça disait 3 mois plus tard. Donc, il faut prendre le temps, quand vous stockez l'information, l'article, d'avoir le lien, évidemment, et puis juste de prendre 2 minutes et d'utiliser ce qu'on appelle en pédagogie le active recall, c'est-à-dire vous venez de lire l'article, vous stockez, c'est intéressant, vous prenez 2 minutes et vous écrivez en 2 phrases, voilà, cet article parle de ça, ça, ça permet de faire ça, à voir si on peut pas le relier avec telle et telle chose, basta. Ça vous permet de commencer le système de rétention, et puis deux, ça permet de pouvoir continuer à avancer. D'une manière générale, quand on commence à accélérer, le but c'est d'accélérer le processus de relecture et puis de commencer en faisant cet active recall, de connecter cette nouvelle connaissance aux connaissances que vous avez déjà existantes dans votre cerveau. Et ça permet de commencer le système de mémoire, quoi. D'activer le système de mémoire en utilisant la plasticité mentale. Donc, c'est une amélioration de la compréhension et de la rétention. Et ça vous permet, le jour où vous retombez 6 mois dessus 6 mois après sur cet article, de pouvoir voir, ah oui, c'est vrai, cet article, il parlait de ça. Bon, ça me suffit, je peux utiliser ces idées-là pour mon travail actuel, ou de vous dire, bah ouais, bah là, du coup, j'aimerais bien savoir plus, et vous cliquez sur le lien, et hop, vous retrouvez l'article, et vous pouvez le relire intégralement si jamais il y a besoin. Et tout le but de cette méthode code, ben, c'est de s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de collecter des informations qui vont vous permettre de faire votre travail plus vite et avec une meilleure qualité, mieux documentée. C'est-à-dire que le processus de recherche, c'est un système divergent-convergent, hein. Donc, capturer, observer, ben, c'est de la collection d'informations. Vous prenez tout plein d'informations, un peu comme quand vous travaillez, vous regardez sur Internet ce qui existe. Et une fois que vous avez fait votre choix d'informations, ben, distiller et s'exprimer, c'est le système de convergence qui vous permet de produire votre document. Donc, c'est des choses que vous faites déjà normalement tous. Mais là, l'objectif, c'est de le faire de manière hyper standardisée et industrielle, de manière à être beaucoup plus efficace et d'y passer moins de temps. Et puis surtout, d'avoir collecté tous ces éléments qui vous permettront de les réutiliser plus tard. Donc, le système code, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir euh, acquérir toutes les nouvelles connaissances de tout ce qui change en permanence. Quand vous regardez un peu ce système-là, vous le retrouvez un peu dans le système de gestion de la to-do list, hein, parce que c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, tout ce système-là, moi, je l'ai mis en place il y a 2 ans et demi à Epitech Bordeaux. On l'a mis en place. Je suis allé sur un certain nombre de campus sur lesquels on l'a remis en place. J'ai des clients, enfin, des anciens clients chez qui on l'a mis en place. Et en fait, on s'aperçoit de plusieurs choses. C'est que dans les plus-values, les plus essentielles quand c'est mis en place personnellement, hein, parce que la mise en place pour une équipe, c'est encore un système différent, avec un système d'accompagnement différent. Mais déjà, vous êtes beaucoup moins passif parce que comme vous êtes bien organisé, ça vous permet de prévoir ce qu'il y a à faire et donc vous êtes beaucoup plus proactif sur votre travail. Ça, c'est un mode de changement, enfin un mode de pensée qui fait que vous êtes beaucoup plus efficace dans votre travail. Quand vous êtes proactif, vous êtes en avance de phase par rapport à vos collègues et ça vous permet d'avoir plus de temps pour réfléchir aux choses. Comme vous êtes déchargé cognitivement de tout ce que vous avez en tête, vous passez de meilleures nuits de sommeil. Vous dormez beaucoup mieux. Alors, je vous dis pas que moi, je me réveille plus la nuit, mais en tout cas, quand je me réveille, c'est plus à cause du travail. C'est à cause d'autre chose. Et puis, des fois, c'est à cause de rien, juste je suis réveillé. Mais il n'empêche que ma qualité de sommeil s'est bien améliorée. Et comme je suis plus reposé, ben, je suis aussi plus efficace. Ça permet d'avoir une organisation et une productivité améliorée. Parce que au début, on collecte beaucoup d'infos, mais plus ça va, moins on passe de temps à collecter et plus on passe de temps à réutiliser ce qu'on a fait. Et ça permet de standardiser pas mal les choses dans votre travail, d'aller beaucoup plus vite, d'éliminer énormément de frictions.
En plus, comme vous allez plus vite et que vous réutilisez les choses que vous avez corrigées déjà 4 ou 5 fois, bah, votre travail il est beaucoup plus qualitatif, il est hyper adapté à ce que vous faites, qui vous donne un avantage concurrentiel. Donc, on vous confie des choses en avance de phase, qui vous permettent d'être encore plus proactif et d'être encore plus près, etc., etc. Et puis, comme vous avez du temps libre de cerveau, ben, vous avez du temps pour améliorer votre process de travail. Et ça, bah, du coup, vous avez bouclé la boucle et vous êtes dans un euh, cercle vertueux en permanence et vous passez votre temps à vous améliorer, à être de plus en plus efficace. Ça, c'est les plus-values les plus essentielles qu'on peut retrouver. Il y en a d'autres, mais c'est quand même les plus essentielles. Au niveau de la mise en place et des erreurs que j'ai faites quand j'ai appliqué ce modèle, c'est que déjà, j'ai voulu au tout début tout faire avec un seul outil. C'est-à-dire que je voulais tout mettre dans Notion. Et ça m'allait super bien pour la to-do list, mais pour la gestion des connaissances, je trouvais que c'était pas hyper efficace. Et j'ai essayé de tordre le truc pendant 6 mois, d'utiliser l'outil pour lequel il n'était pas prévu. Et moi, ça m'allait pas. Alors, il y a des gens qui y arrivent très bien, ça correspond à leur mode de pensée. Moi, ça m'allait pas. Et donc maintenant, je fais ma to-do list sous Notion et ma gestion des connaissances sous Obsidian, qui permet de lier des notes en tel en plus. Donc, c'est quand même beaucoup plus adapté, en tout cas pour ma manière de penser. Voilà. Et puis en plus, le mythe de l'outil utile, enfin unique, il est assez vain parce que vous avez déjà un mail, vous avez déjà Teams, vous avez déjà Slack, vous avez déjà un calendrier. Donc, bon, ben, vous a rajouté Notion là-dessus, ou Evernote, ou Todoist, ou plein d'autres choses. Bon, ben, vous n'êtes pas à un outil près, quoi. Alors, évidemment, 2 outils, ça veut dire 2 courbes de croissance, enfin de courbes d'apprentissage. Il faut pouvoir les utiliser comme il faut, ça prend du temps. Mais si ça correspond à votre manière de penser, il ne faut pas hésiter à le découper en deux. Deux, c'est bien. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait. J'ai perdu bien 6 mois là-dessus. Euh, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que au bout d'un certain temps, quand vous avez l'esprit plus clair, vous retrouvez votre capacité de mémoire. Et donc, du coup, ben, vous commencez à ne plus regarder votre to-do list le matin. Alors, il y a ça. Et puis après, il y a aussi le matin où il y a quelqu'un qui vous attend sur le parking en vous disant: Ah, vous avez vu, il y a ça qui est arrivé, il faut absolument faire quelque chose, c'est la catastrophe, comment on va faire, quoi. Et là, c'est le feu, et vous commencez à éteindre le feu, et du coup, vous regardez pas votre to-do list, et puis après, votre journée, elle a démarré, et puis vous faites des choses, et c'était pas forcément les choses que vous aviez prévu de faire. Et en tout cas, vous perdez en efficacité, et c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Donc, le matin, même s'il y a l'alerte, même s'il y a quelqu'un dans votre bureau en arrivant, bon, ben, à la fin, j'avais trouvé le truc, hein, je lui disais: Écoute, c'est simple, il me faut un café, sinon on ne pourra rien faire. Va me chercher un café, ça ira plus vite. Moi, pendant ce temps, je regardais ma to-do list rapidement. Comme ça, j'avais en tête tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et quand je retrouvais du temps dans la journée, je faisais ce qui était le plus efficace et ce que j'avais prévu de faire. Ça permet d'éviter de se retrouver le soir en se disant: Ah ouais, non, mais j'ai fait ça, ça, mais j'ai oublié de faire ça, c'est con. Et du coup, ça vous permet de ne pas avoir à réorganiser toute votre semaine là-dessus. Alors, ça peut arriver, mais si moins de fois ça vous arrive, mieux c'est quand même. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et le corollaire à cette deuxième erreur, c'est la troisième, c'est la troisième, hein, c'est celle de ne pas mettre à jour sa to-do list ce soir avant de partir. Et là, c'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est la réunion qui se termine à 19 heures. Ça s'est mal passé. Vous avez la tête comme une pastèque. Vous en avez marre. Vous en pouvez plus. En plus, évidemment, vous avez proposé des trucs qui ont été refusés. Ça va pas. Et là, vous dites, vous fermez le PC. Vous dites: Allez, on verra ça demain et basta. Et ça, c'est un problème parce que, ben, d'abord, pour faire une réunion, généralement, vous ressortez avec des actions et donc vous les stockez pas pour les retrouver 2 jours après. Bonjour. Vous n'avez pas fait le bilan de la journée, vous n'avez pas organisé, vous n'êtes pas déchargé cognitivement, donc vous restez avec cette réunion qui s'est mal passée, vous en avez marre, vous êtes crevé. Ben, ça va vous traîner tout le soir et toute la nuit. Alors que si vous aviez pris le quart d'heure qu'il faut pour vous décharger et puis tout noter, ben ça marche. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que 2 jours après, quand vous relisez les minutes de la réunion et que vous vous dites, là, vous êtes déchargé, ça se sent, c'est marqué dans vos trucs: Ouais, ce gros con qui n'a rien compris ne veut pas faire. Bon, c'est pas grave, vous êtes déchargé et du coup, ça vous a permis de faire le point derrière, quoi, et de ne plus y penser après, quoi. En tout cas, ça s'est marqué, quoi. Mais et vous savez ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est le troisième point, pardon. Le quatrième point, c'est qu'en fait, ce que j'avais pas du tout imaginé, c'est que j'avais bien imaginé le fait que moi, j'allais gagner en efficacité et que ça allait être plus simple pour moi. Par contre, comme moi j'avais du temps, j'ai commencé à faire d'autres choses et à mettre en place des choses. Et en fait, mon équipe,
Ben, elle s'est bien rendue compte que moi j'avais plus de temps et que je commençais à faire des choses qui avaient l'air sympa. Et donc du coup, eh ben, elles se sont mises elles aussi à se renseigner, à voir ce que je faisais et à ben, mettre en place elles aussi leur second cerveau. Puis la gestion documentaire avait changé, donc ils voyaient bien que c'était plus efficace, ils gagnaient du temps aussi. Et donc du coup, ils se sont mis eux aussi à avoir des idées. Et du coup, ben, s'ils avaient des idées, ben, non, généralement, quand on a des idées, il y en a 9 sur 10 qui sont nulles, mais la dixième, il faut la garder, elle est bonne, et celle-là, il faut l'appliquer. Et ça, j'avais pas vu que ben, je serais pas le seul à l'instigation de nouvelles idées. C'est-à-dire que mon équipe aussi a eu des idées, et ça s'est amélioré aussi avec le temps. Donc ça, il faut être capable, quand vous êtes manager, d'accepter aussi que ben, ça va avoir un impact sur votre équipe, et que ben, les idées vont aussi venir de votre équipe, et puis il faut l'accompagner, quoi. Parce qu'évidemment, tout le monde a des idées, tout le monde veut les mettre en place, mais il faut que ce soit organisé au sein de l'équipe. Donc ça, c'est pareil, ça a un effet bénéfique sur votre équipe qui est non négligeable et qui est hyper efficace. Et puis après, bah, la dernière erreur, hein, c'est le process parfait. Comme on est dans la recherche en permanence de l'amélioration de son process, et ben c'est simple, tout le temps que vous passez à faire, à essayer d'avoir le process le plus parfait possible, et c'est du temps perdu parce que quand vous améliorez votre process, vous travaillez pas. Ça, c'est une évidence, mais il n'empêche que sur le moment, vous êtes pris dans votre truc et que ben, du coup, une fois que vous avez le process qui est parfait, ben, une contrainte change ou votre client change et du coup vous apercevez que ben, il faut que vous changiez votre process aussi. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut arrêter de vouloir essayer d'avoir le process parfait, il faut qu'il soit bien à 95%. Et puis après, c'est le système de l'amélioration continue, c'est-à-dire vous le mettez à jour de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Donc ça, c'est hyper important de sortir de ça, parce qu'au début, on est vraiment dans le truc, ah oui, je peux améliorer ça, puis je peux améliorer ça, puis je peux améliorer ça. Et à un moment donné, il faut se dire, ok, ça suffit, et là, je vais travailler, quoi. Et je l'améliorerai plus tard. Voilà, donc ça, c'est les 5 grosses erreurs qu'on fait généralement quand on commence à appliquer le second cerveau. Euh, Petit chapitre sur l'IA, très rapidement, parce que souvent maintenant on me dit, ouais, mais Denis, t'es bien gentil avec ton second cerveau, mais moi j'ai pas besoin de retenir quoi que ce soit, j'ai pas besoin de collectionner les connaissances que j'ai. Moi maintenant je vais voir ChatGPT, je lui dis, fais-moi un résumé de ça. Bon, il me le fait, je le lis, ça me va très bien, et hop, et si jamais j'ai besoin, je le redemanderai. Et c'est vrai. L'IA change beaucoup de choses. Il n'empêche qu'avoir une bonne méthode de travail fluide qui vous permet de libérer du temps de cerveau, eh bien, ça va vous permettre avec l'IA d'être encore plus efficace que celui qui a pas qui sait pas travailler, tout simplement, qui n'a pas de process efficace de travail. Donc, l'IA, c'est un outil comme n'importe quel outil. Ceux qui vont l'utiliser en étant créatifs et en ayant le temps de bien l'utiliser seront beaucoup plus efficaces que ceux qui sont débordés, qui sont toujours en train de courir après la tâche d'après, et qui du coup, souvent ces gens-là, ils utilisent assez peu l'IA parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont débordés, quoi. Donc c'est vraiment une méthode qui est hyper complémentaire avec l'IA et qui n'est pas là. L'IA ne remplacera pas une organisation de travail saine et efficace. Voilà, juste petit aparté pour éviter d'avoir toutes les questions sur l'IA. En conclusion, ben c'est simple, c'est-à-dire qu'en fait, le second cerveau, c'est une standardisation de votre façon de travailler. Souvent, moi, quand je le mets en place dans l'entreprise, on me dit, bah oui, mais ça, je le fais, ça, je le fais, ça, je le fais. Oui, vous faites ça, mais vous faites pas ça et ça. Et donc, du coup, c'est une méthode qui est globale. Et dans sa globalité, ça permet de rationaliser les process, de réduire la charge cognitive et de se concentrer sur la créativité. C'est-à-dire que votre plus-value, vous, en tant que développeur, chef de projet, alors chef de projet, ça va peut-être encore plus efficace, c'est que la plus-value d'un chef de projet, c'est pas de prendre des résultats que le donne son équipe pour les mettre dans un Excel et les reporter au client. Ça fait partie de son travail. Mais c'est pas que ça. Si ça se fait automatiquement, c'est parfait. Son boulot, c'est de discuter avec les clients, de prévoir quels sont les problèmes qui vont arriver, de pouvoir voir avec l'équipe quels sont les problèmes qu'on a, de trouver des solutions avec le client ou avec l'équipe. Son boulot, c'est d'être avec les gens. C'est pas d'être derrière son fichier Excel. Il y a beaucoup de chefs de projet qui ont oublié ça. Avec l'IA, de toute manière, leur remplissage va se faire tout seul. Son boulot, c'est d'être créatif et de trouver des solutions là où normalement il n'y en a pas, quoi. Donc notre boulot à nous tous, c'est d'être créatif. Si on ne veut pas être remplacé par une IA, c'est ça qu'il va falloir faire. Donc du coup, le second cerveau va vous aider à ça en standardisant votre façon de travailler. C'est un concept qui bouleverse votre façon de travailler, qui est assez difficile à appréhender quand on l'a pas mis en place et qui se met en place difficilement en fait, parce que ça change pas mal les choses. C'est un peu, il faut avoir la rigueur de la mettre en place jusqu'à ce que ça devienne une habitude de travail en fait. Mais il y a ça, mais en plus il faut l'adapter à sa personnalité. C'est un concept qui est hyper flexible et qui vous permet de l'adapter à votre personnalité. Donc ça, toute adaptation prend du temps et il faut prendre le temps de bien le faire.
C'est assez difficile parce que je peux pas arriver et vous dire, ben voilà comment faut faire et on n'en parle plus. Non, ça va dépendre de ce que vous voulez faire vous. Et donc, du coup, évidemment, c'est bien plus riche et complexe que ce que je viens de vous dire pendant toute cette présentation. Et en plus, je suis passé très rapidement. Alors, j'avais déjà parlé de la gestion documentaire, mais il y a tout un tas de choses qui sont conseillées sur la mise en place de la fausse transition. J'ai pas le temps d'en parler, mais c'est quand même, enfin, il faut pas oublier tous ces concepts-là, quoi. Voilà. Moi, en attendant, j'ai créé Impulsus, je fais du pilotage de projet, l'automatisation de process et la productivité personnelle et d'équipe, notamment avec cette méthode de second cerveau. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai mis mes coordonnées et de mail et de LinkedIn. Et puis, si vous avez 10 secondes pour scanner le QR code et me faire un retour sur cette presse, ça serait super. Ça me permet, moi, de pouvoir voir ce que je peux améliorer en point positif ou en point négatif. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute